L'insulinosécrétion est obligatoirement altérée à un niveau variable dans l'évolution naturelle de la maladie diabétique. Et cela, elle est aggravée par la dyslipidémie, c'est-à-dire la lipotoxicité au pancréas, et par la glucotoxicité qui fait suite à l'hyperglycémie chronique définissant la maladie. Donc, à un certain moment, il y en a une obligation d'introduire l'insuline dans le schéma thérapeutique du patient diabétique type 2. En fait, l'introduction de l'insulinothérapie dépend de la vitesse de détérioration de la fonction des cellules bêta de l'endurance. Le sujet diabétique pourra rester relativement bien contrôlé par un traitement basé sur les antidiabétiques oraux et les mesures hygiéno-diététiques. Et donc, il peut échapper au traitement insulinique. Mais bien sûr, pour certains patients, la possibilité d'introduire l'insulinothérapie au bout de quelques années, c'est-à-dire à un stade précoce de l'évolution de la maladie, est vraiment possible. Et on parle alors d'un patient qui devient insulino-récurrent. Donc, selon l'évolution de l'insulinosécrétion relative au bout des années. Pour le diabétique de type 2, bien sûr, c'est clair, l'insulinopénie, elle est totale. Donc, l'introduction de l'insulinothérapie, elle est obligatoire à un stade précoce de la maladie, de la découverte. Mais avec le diabétique de type 2, tout dépend. Est-ce que le malade est en train d'évoluer vers l'insulinorécurrence ou bien non? Donc, le diabétique de type 2, l'insulinothérapie devrait être mise en route chaque fois que les objectifs de l'hémoglobine glyquée ne sont pas atteints avec un traitement par les antidiabétiques oraux à dose maximale tolérée pour compenser en fait le déficit de l'insulinosécrétion. Cette situation, elle est de plus en plus fréquente avec l'augmentation de l'espérance de vie et le fait que la sécrétion insulinique s'épuise naturellement avec le temps. C'est l'évolution naturelle de la maladie. Bien sûr, les buts du traitement insulinique présentent de nombreuses similitudes dans le diabète de type 1 et le diabète de type 2. En revanche, les modalités de traitement et la mise en route, elle est différente. Les schémas insuliniques de départ sont plus simples et moins urgents dans le diabète de type 2 par rapport au diabète de type 1. Vu que, bien sûr, la carence insulinique, elle est absolue et quasi totale dans le diabète de type 1, alors qu'elle n'est jamais totale dans le diabète de type 2, qui garde toujours une petite quantité résiduelle de l'insuline à l'intérieur, même au stade avancé de la maladie. On rappelle de l'insulinosécrétion physiologique. Toujours, il y en a deux composantes par rapport à l'insulinosécrétion physiologique. L'insuline qui est produite surtout par le pancréas au moment des repas. On parle des pics de l'insuline, les bolus. C'est l'insulinosécrétion postprandiale pour s'adapter rapidement dans la période qui suit les repas où la montée glycémique elle est au max. Et bien sûr, parce que les glucides, les hydrates de carbone sont fournis principalement par l'alimentation. Et là, la sécrétion se fait sous forme des bolus qui passent par un maximum entre 20 et 30 minutes postprandiales pour décroître progressivement et revenir au niveau basal en moins de 2 heures. Ça, c'est la ligne de base, en moins de 2 heures. Et bien sûr, ce pancréas n'est jamais au repos totalement. Il produit de l'insuline entre les repas en petite quantité afin de régler l'apport du glucose fourni par le foie. Et on parle alors de l'insulinosécrétion basale pour contrôler la glycémie de jeûne et la glycémie interprandiale. C'est une sécrétion qui reste toutefois modérée et on peut la considérer même comme une sécrétion relativement stable à défaut d'être constante. La dose journalière chez un petit patient, un patient normal, c'est de 0,5 à 0,6 unités par kilo de poids corporel par jour, divisé en 40% de sécrétion basale et 60% en sécrétion bolus. Alors, le principe de l'insulinothérapie chez le diabétique de type 2, c'est qu'on va consister à mimer ce travail du pancréas.
essayer de reproduire l'insulinosécrétion physiologique, c'est du sujet qui est non diabétique. Donc, et les laboratoires ont mis au point plusieurs types d'insuline. Certaines agissent rapidement, donc il faut les injecter au moment des repas pour créer, c'est-à-dire le pic, le bolus postprandial, alors qu'il y en a des autres qui sont beaucoup plus lentes et permettent de maintenir la présence de l'insuline dans l'organisme pendant un long moment pour équilibrer les choses en interprandial et pendant le jeûne. Donc c'est ça, il y en a de l'insuline à action prolongée, on parle de l'insuline basale, la durée d'action s'étale sur une période de l'ordre de 20-24 heures à peu près, avec un profil d'activité qui est le plus stable possible. Et il y en a, à l'inverse, les analogues rapides de l'insuline qui sont destinés à reproduire les décharges insuliniques qui surviennent au moment des repas. Donc c'est ça, un profil d'action qui va être caractérisé par une action qui est courte. Cette insuline produite par les laboratoires, elle est là pour être injectée en sous-cutané, une injection sous-cutanée. Et c'est la durée d'action des insulines par voie sous-cutanée qui permet leur classification en plusieurs types. Il y en a de l'insuline qui est ultra rapide, les analogues rapides. Il y en a de l'insuline qui est rapide, l'on parle de l'insuline régulière. Il y en a de l'insuline à action intermédiaire. Et enfin, les insulines à action lente, les analogues prolongés. Alors, d'un point de vue qui est mnémotechnique, la durée d'action de ces insulines peut être résumée par une règle simple. Ultra rapide, rapide, intermédiaire et lente. 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures. C'est concernant la durée d'action. Ultra rapide, rapide, intermédiaire, lente. 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Alors, pour les analogues rapides et les analogues ultra rapides, là, ce sont des types d'insuline caractérisés par un pic précoce après l'injection de 30-60 minutes après l'injection. Dès que vous injectez de l'insuline rapide en sous-cutané, le pic, c'est après 30-60 minutes. Avec une durée d'action qui persiste 3 à 6 heures après l'injection. Donc, le pic d'action, c'est 30-60 minutes et ça va persister à l'intérieur de l'organisme 3 à 6 heures. Les plus utilisés en marché, c'est principalement la Nouveau Rapide de la marque Flexpen et de l'Apedra de la marque Solostar. Pour les analogues intermédiaires en pourcentage, là, le terme intermédiaire en pourcentage signifie quoi? Signifie que la préparation, elle est faite d'un pourcentage de rapide et de lente. Donc, c'est un mixte entre le rapide et l'injection lente. Ce sont des injections caractérisées par un pic post-injection de 2 à 8 heures avec une durée d'action qui persiste 12 heures à l'intérieur de l'organisme. Donc, pour bien savoir l'association, le degré de l'association, donc il faut lire le pourcentage. Donc, si par exemple, il y en a mixte à 25%, c'est-à-dire que ce flacon de l'insuline contient 25% d'une préparation rapide. Donc, le pourcentage qui va être mentionné dans la boîte ou bien dans le stylo, c'est en rapport avec la quantité de l'insuline rapide contenue à l'intérieur du flacon. Donc, et puisqu'il s'agit principalement d'une préparation mixte, il convient de noter que toutes ces préparations ont un aspect qui est opalescent. Et donc, avant d'injecter la préparation, il faut bien agiter la préparation, le flacon, c'est-à-dire ou bien la cartouche, pour faire homogénéiser le mélange et injecter à quantité équivalente du rapide et de l'intermédiaire. C'est très important de faire bien
agiter et mélanger les insulines à l'intérieur avant d'injecter. Alors, il y en a de l'Humalog mixte de la marque QuickPen, de Novomix de la marque FlexPen. Ça, c'est les plus utilisés sur le marché. Sinon, pour les analogues prolongés, là, c'est vraiment prolongé dans le temps. Donc, le pic post-injection, c'est juste après 6 jusqu'à 12 heures. Et la durée d'action, ça va aller de 12 heures jusqu'à 24 heures. Alors, pour la Glargine ou bien l'Antus de la marque Solostar, là, la durée d'action, elle est de 12 heures à 20 heures. Alors que, par exemple, Detemir ou bien Levemir de la marque FlexPen, ça va persister plus que ça, de 20 heures jusqu'à 24 heures. Donc, c'est une action qui est vraiment prolongée. Ça, c'est une façon hyper résumée concernant les différents types de l'insuline disponibles, parce qu'il faut savoir que l'insulinothérapie, c'est l'objet d'une grande variabilité d'un sujet à l'autre. D'ailleurs, chez le même sujet, d'un jour à l'autre, elle est variable et d'un moment à l'autre, elle est variable. Donc, cette variabilité, elle est surtout importante pour les analogues prolongés et les analogues intermédiaires. Donc, mais c'est ça ce qu'il faut retenir. Rapide, ultra rapide, avec l'intermédiaire et le prolongé, avec une durée d'action 3, 6, 12 heures et 24 heures. Alors, concernant la mise en route de l'insulinothérapie chez le patient diabétique type 2. Alors, la situation la plus fréquente pour introduire de l'insuline dans le schéma thérapeutique du diabète de type 2 est la suivante. Un sujet diabétique type 2 ayant une hémoglobine glyquée supérieure à 8%, malgré qu'il était traité par les antidiabétiques oraux à dose maximale tolérée avec les mesures hygiéno-diététiques. Dans ce cas, bien sûr, l'HbA1c il est élevé. L'HbA1c, c'est l'équivalent de l'hyperglycémie basale. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'hyperglycémie basale qui est prépondérante par rapport à l'hyperglycémie postprandiale. D'où l'intérêt principalement de la mise en route d'une insulinothérapie basale. Donc, c'est ça la situation la plus fréquente. On commence par l'insulinothérapie basale, c'est-à-dire l'injection des analogues à action prolongée, type Glargine ou bien Detemir. Et la dose de départ doit être vraiment minime, titrée à 0,2 à peu près unités par kilo de poids corporel. Elle est plus faible d'ailleurs que le diabétique de type 1. On commence à petite dose, de type basal. Ça, c'est la situation vraiment la plus fréquente. Sinon, il y en a principalement des autres situations, comme par exemple que le déséquilibre glycémique il est d'emblée, déjà depuis le début et la découverte de la maladie. Et là, le schéma thérapeutique va suivre un protocole de type basal-bolus. Ça, c'est beaucoup plus une situation fréquente chez le diabétique de type 1. Le diabétique de type 2, c'est un patient qui garde toujours une insulinosécrétion résiduelle, même à des stades avancés de la maladie. Donc, c'est une situation qui est vraiment rare. Mais la situation la plus fréquente, c'est ça. Un patient, on a tenté la chance par les antidiabétiques oraux, par les mesures hygiéno-diététiques, mais il est toujours en déséquilibre en termes de l'hémoglobine glyquée. Donc, on pense à un problème de l'hyperglycémie basale. On va commencer par une insulinothérapie basale type Glargine ou Detemir. Mais bien sûr, la maladie diabétique type 2, c'est une maladie évolutive dans le temps, surtout en termes de l'insulinosécrétion résiduelle qui est en train de chuter au bout des années. Donc, ça nécessite principalement la poursuite du traitement de l'insulinothérapie. Alors, le traitement par l'analogue prolongé au coucher peut être poursuivi tel que pendant plusieurs mois ou bien quelques années vraiment. Et là, la posologie doit être bien sûr adaptée pour ramener la glycémie du matin dans une fourchette comprise entre 0,8 et 1,26 g par litre avec une valeur d'HbA1c ne dépassant pas les 7%. Ça, c'est les objectifs. C'est-à-dire que soit on va trouver principalement des hyperglycémies
matinale. Et là, on doit augmenter de plus les doses de l'insulinothérapie basale. Sinon, c'est le cas à l'inverse. C'est principalement des hypoglycémies matinales. Et là, on doit diminuer encore les doses de l'insulinothérapie basale. Donc ça, c'était pour le schéma bedtime. C'est-à-dire qu'on va juste injecter de l'insuline au moment du coucher. Bedtime. Si les objectifs ne peuvent être atteints, ou bien si les doses de l'insuline à action prolongée deviennent trop élevées pour ramener, c'est-à-dire la glycémie matinale entre 0,8 et 1,26 g par litre, donc on propose le passage vers un schéma basal plus ou bien basal bolus. C'est-à-dire quoi? Le schéma basal plus consiste à maintenir l'insuline basale, mais à introduire des bolus d'insuline prandiale, de l'insuline rapide, c'est-à-dire avant les repas qui sont les plus hyperglycémiques. Il y en a principalement 3 repas, le petit-déj, le déj et le dîner. Donc, je vais voir. On ne va pas toucher les 3 repas, mais juste les repas qui sont hyperglycémiques. Par exemple, le déjeuner. Donc, pendant le déjeuner, je vais introduire de l'insuline rapide pour être injectée, pour créer le bolus et régler principalement ce repas qui est hyperglycémique. Et bien sûr, avec le temps, quand les dérivés glycémiques touchent les 3 repas, le petit-déj, le déj et le dîner, là, on est confronté à des schémas basal bolus. C'est comme les schémas de diabétique de type 1. C'est-à-dire qu'il y en a les rapides, c'est le même fonctionnement du pancréas. Les rapides, les bolus, en postprandial, avec de l'insuline à action prolongée au coucher. Ça, c'est le schéma basal bolus. Bon, les schémas basal bolus sont parfois trop compliqués pour certains patients, en particulier pour les patients âgés. Alors, dans ce cas, on peut proposer un schéma qui est plus simple, avec 2 ou bien 3 injections d'insuline premix, c'est-à-dire les analogues intermédiaires, par jour. Parce que ce schéma les aide à obtenir un équilibre qui est relativement satisfaisant, mais au détriment d'une injection des doses qui sont plus fortes de l'insuline par rapport au schéma basal bolus. Et donc, c'est la prise du poids qui sera importante. Et on parle alors de schéma conventionnel. Juste, on notera que le schéma conventionnel, bien sûr, c'est beaucoup plus recommandé pour les personnes âgées ou bien qui trouvent la situation trop compliquée avec les schémas basal bolus, mais ça nécessite principalement un schéma ou bien un patient qui est hyper discipliné. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'injecter 2 types d'insuline en même temps. Donc, on ne peut pas juger principalement à l'action. C'est pas comme on est en train d'injecter soit le rapide, soit principalement à action prolongée. Donc, on sait très très bien ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme, bon, à un certain degré bien sûr. Mais avec le schéma conventionnel, c'est le mix. Donc, on ne peut pas vraiment juger à 100% des réactions à l'intérieur. Et du coup, ça nécessite un patient hyper discipliné, c'est-à-dire qui garde très très bien ces 3 repas, le petit-déj, le déj et le dîner. C'est beaucoup plus les patients avec une certaine activité professionnelle qui gardent ce rythme d'alimentation. C'est très important, avec une bonne activité physique et le bon suivi du traitement et le respect des mesures hygiéno-diététiques. Donc, ça nécessite généralement des patients disciplinés pour introduire le schéma conventionnel. Donc, à titre d'exemple, pour bien suivre le patient sous insulinothérapie, on peut principalement parler de schéma basal bolus, c'est-à-dire c'est le schéma d'ailleurs complet. Il n'y en a pas plus que le schéma basal bolus, c'est bon. Alors, la délivrance de l'insulinothérapie, bien sûr, se fait par une prescription sur une ordonnance, en donnant principalement le schéma avec les autres nécessités. Donc, par exemple, pour le schéma basal bolus, on va donner les analogues rapides et les analogues à action prolongée. Alors, on peut
tenté à donner de la Novorapid de la marque Flexpen. Et là, on donne 3 injections parce que c'est le schéma basal bolus. Donc, c'est pendant le petit-déj à 8 heures, c'est pendant le déjeuner à 12 heures et c'est pendant le dîner à 20 heures. Avec une action de l'insuline à action prolongée. On donne par exemple de l'Antus de la marque Solostar pour injecter 12 heures après le dîner. 2 heures après le dîner. Avec bien sûr un lecteur glycémique, c'est très important, et les bandelettes réactives, la dose suffisante pour faire 5 tests par jour. Donc là, c'est pour une quantité suffisante pour 3 mois. D'ailleurs, on remarque que la prescription, elle est faite pour 20 unités pendant chaque repas. 20 unités, c'est une quantité énorme. Impossible d'injecter 20 unités pour chaque repas. C'est impossible. Mais elle est prescrite de cette façon juste pour donner aux patients la quantité suffisante pour 3 mois. Sinon, pour adapter le schéma pour le patient, ça c'est autre chose. Ça c'est pour la prescription, pour une quantité suffisante pour 3 mois. Alors, cette ordonnance de prescription, elle sera toujours couplée au profil glycémique pour faire le bon suivi et pour bien savoir adapter les doses. Parce que chaque patient constitue un état à part qui doit être traité à part. Alors, on donne 5 tests par jour, la glycémie de 8 heures, on donne 2 heures, ou bien avant juste le déjeuner et 2 heures en pause déjeuner, et juste avant le dîner et 12 heures avant le dîner. 2 heures avant le dîner, c'est très important. Donc 5 fois par jour. Alors, selon le profil glycémique du patient, on peut adapter les différentes doses de l'insuline. Bon, au départ, on va commencer par calculer la dose journalière d'insuline, adaptée à chaque patient. Et on va la diviser. 40% injection basale et 60% pour les bolus. C'est très important. Et là, on va diviser les bolus, tout dépend des repas. Les repas hyperglycémiants, ça va prendre plus d'injections de bolus par rapport aux repas qui sont moins hyperglycémiants, et ainsi de suite. Ça, c'était au départ. Et après ça, on va remarquer le profil glycémique avec le temps. Si, par exemple, le patient présente, par exemple, à 12 heures, avant, c'est-à-dire juste avant le déjeuner, si le patient présente, par exemple, une hyperglycémie, là, la règle, c'est la suivante. Chaque valeur glycémique, elle est influencée par la glycémie qui la précède et elle va influencer sur la glycémie suivante. C'est très important. Donc, avant le déj, c'est le petit-déj. Donc, si le patient présente une hyperglycémie avant le déjeuner, c'est-à-dire que la dose d'insuline injectée pendant le petit-déj, c'était insuffisante pour rendre la glycémie à sa valeur normale. Donc, directement, on va augmenter de la dose pendant le petit déjeuner pour régler la valeur avant le déjeuner. C'est très important. Et là, toujours, on va augmenter ou bien diminuer la valeur de 2 unités d'injection. Et on va voir par la suite. Donc, c'est évolutif dans le temps. C'est avec le temps qu'on a principalement à bien comprendre le rythme alimentaire du patient, à bien comprendre les réactions à l'intérieur pour bien adapter sa propre posologie d'insulinothérapie. Juste la règle, c'est ça. Il faut bien comprendre ça pour la faire comprendre au patient. Chaque glycémie, elle est dépendante de la glycémie précédente et elle va influencer sur la glycémie suivante. Là, c'était pour l'insulinothérapie d'une façon générale chez le patient diabétique type 2. Mais bien sûr, ce patient-là, il était déjà traité. L'étape précédente, c'était le traitement par les antidiabétiques oraux. Alors, quel ADU associé à l'insuline? C'est très important. Quel ADU il est souhaitable de le maintenir ou bien de l'arrêter quand on est en train de faire l'insulinothérapie chez le patient de diabétique de type 2. Il faut savoir que chez les diabétiques de type 2, l'insulinothérapie, elle est souvent prescrite à un diabétique en surpoids. Et lorsqu'on parle du poids, c'est-à-dire de la masse grasse viscérale, c'est-à-dire de l'insuline résistante. Donc, c'est un sujet qui est encore insulino-résistant.
Même si on a introduit de l'insuline, l'insuline, c'est pour traiter principalement le déficit de l'insulinosécrétion endogène. Donc, on est en train de compenser ça par l'insuline exogène. Mais la composante d'insulinorésistance de la maladie, elle est toujours là. Donc, c'est souhaitable de garder quand même de l'ADO dans la prise en charge avec l'insulinothérapie. Donc, dans ces conditions de l'insulinorésistance, il est préférable de maintenir un traitement oral par l'insulinosensibilisateur. Alors, l'association de la metformine à l'insuline, c'est la meilleure du meilleur. C'est la meilleure du meilleur parce que ça va permettre une réduction supplémentaire de l'hémoglobine glyquée avec une économie des doses de l'insuline, c'est moins de 30% en moyenne, donc c'est vraiment énorme. En plus, la metformine freine et empêche la prise du poids qui est observée habituellement sous insuline. C'est très important. Donc la metformine, c'est la meilleure pour associer principalement à l'insuline. Ça va lutter contre la composante de l'insuline résistante. Bien sûr, l'association de l'insuline avec les sulfamides hypoglycémiants, c'est vraiment non souhaitable parce que ça va augmenter le risque des hypoglycémies. Donc, c'est vraiment à éviter. La metformine pour l'insulinorésistance et l'insuline pour compenser le déficit endogène de l'insulinosécrétion. Donc, ça, c'est l'idéal. Alors, pour la prise du poids sous traitement insulinique, ça, c'est vraiment fréquent. Il faut savoir que l'insuline, c'est une hormone qui a également une action antilipolytique et en même temps lipogénique. C'est-à-dire quoi? Donc, ça va empêcher la dégradation des lipides et elle favorise d'ailleurs la formation des lipides. Donc, antilipolytique et lipogénique. Donc, ce qui favorise vraiment la prise du poids. L'augmentation des doses ne fait qu'amplifier principalement les actions de l'insuline pour contribuer à une prise pondérale qui peut devenir vraiment majeure dans certains cas, surtout pour la dose d'insuline journalière dépassant les 100 unités par jour. Donc, toute mise en route d'une insulinothérapie chronique doit être accompagnée par un renforcement des mesures hygiéno-diététiques avec la restriction calorique. C'est très important de lutter contre la prise du poids avec de l'insulinothérapie, surtout l'activité sportive. La metformine, déjà, l'association pour l'insulinorésistance, ça va lutter contre la prise du poids. En plus de ça, l'activité physique, ça va faire diminuer les doses d'insuline nécessaires et donc ça va faire par conséquence diminuer la prise du poids. C'est très important. L'insuline, c'est normal, c'est une hormone favorisable de la prise du poids. Donc, il faut aider l'insulinothérapie par le renforcement des mesures hygiéno-diététiques, la restriction du poids et bien sûr l'activité physique. C'est très important. On peut utiliser des fois la pompe à insuline pour le diabétique de type 2. Cette modalité thérapeutique doit être envisagée s'il y en a une grossesse, surtout pendant le 3e trimestre. Si le diabète, c'est un diabète qui est nouvellement diagnostiqué, ou bien c'est un diabète qui est vraiment très instable, très déséquilibré, ou bien en cas de présence de complications dégénératives graves. Alors, dans cette situation, dans cette modalité thérapeutique, la pompe à insuline, là, on ne va pas s'auto-injecter à travers principalement les stylos, en adaptant les doses, de bien savoir les bolus, c'est quoi, les prolongés, c'est quoi, non. L'insuline va être délivrée par un cathéter continu. Donc, c'est un système d'injection destiné à mimer vraiment le flux du pancréas. Ce sont, c'est-à-dire, des injections de l'insuline qui fonctionnent de façon permanente. On parle de l'insuline basale et même susceptible d'injecter des bolus en cas de besoin au moment des repas. Donc, c'est facile à obtenir un équilibre satisfaisant du diabète. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est utilisé pour les diabètes qui sont très instables, ou bien nouvellement diagnostiqués, ou bien en cas de complications, parce que ça va obtenir un équilibre satisfaisant. Comme c'est du pancréas.
c'est une pompe à insuline, comme s'il s'agit du pancréas qui est principalement relié au corps du patient par le cathéter. C'est très important. Ça va diminuer d'une façon importante le nombre et la gravité des hypoglycémies. Parce que l'hypoglycémie chez le patient diabétique sous insulinothérapie, c'est une hypoglycémie qui est iatrogène dans la majorité des cas. Donc, en évitant la participation du patient dans le traitement, c'est-à-dire que ça va être un traitement qui est vraiment indépendant. Donc là, ça va éviter le nombre et la gravité des hypoglycémies. Et ça va adapter les besoins en insuline selon les activités, selon les doses, selon la répartition. Donc c'est comme s'il s'agit du pancréas. C'est ça le principe. Mais bien sûr, il faut prendre en considération l'impact psychologique de dispositifs quand même. Le diabète reste un tabou dans la société. Il s'agit d'une maladie chronique vraiment difficile à s'adapter, surtout en termes sociaux. Et là, c'est très important de prendre en considération l'impact psychologique du dispositif parce qu'on peut cacher les stylos, on peut cacher les injections, mais on ne peut pas cacher principalement la pompe à insuline. C'est impossible. En plus de ça, elle est reliée au corps à travers un cathéter. Ça risque de trouver l'obstruction. Donc, l'obstruction possible du cathéter, donc il n'y en a pas de l'insuline délivrée, donc ça risque de donner des hyperglycémies par l'absence de l'effet hypoglycémiant de l'insuline. En plus de ça, c'est relié au corps, donc ça risque de donner de petites irritations ou bien des infections à la peau à l'emplacement du cathéter. Mais mis à part ça, c'est vraiment une modalité thérapeutique facile à utiliser et en même temps, elle donne des résultats idéaux en termes de l'équilibre glycémique. Juste, on notera quelques situations où l'insulinothérapie se commence d'emblée pour un patient diabétique. C'est-à-dire dans l'arbre décisionnel du schéma thérapeutique. Là, si le patient présente des glycémies répétées dépassant les 3 grammes par litre, là, c'est un patient qui mérite à être insulinisé. Ça, c'est de 1. De 2, un patient qui présente de l'HbA1c plus de 10%. C'est très important de commencer l'insulinothérapie. Le syndrome cardinal, c'est-à-dire polydipsie, polyurie, polyphagie, amaigrissement, mérite principalement l'insulinothérapie. Sinon, en cas d'échec pour les autres traitements, selon les algorithmes de l'autre autorité de santé, c'est très important. Sinon, les personnes âgées, d'ailleurs, une personne âgée plus de 80 ans, contre-indique l'utilisation des ADE. Parce que avec l'insulinothérapie, c'est plus sécurisant en termes de l'équilibre, en termes de l'utilisation et tout. Même si le patient présente des contre-indications pour le traitement oral. Par exemple, en cas de grossesse, il présente une insuffisance hépatique, de l'éthylisme chronique, il présente une insuffisance rénale, donc c'est-à-dire des contre-indications pour le traitement oral. Ça, c'est commencer d'emblée l'insulinothérapie. On ne parle pas de l'insulinothérapie transitoire en cas de situation à part. De la chirurgie, par exemple, de la grossesse. Ça, c'est à part. Mais d'emblée, d'une façon vraiment directe, c'est avec les situations déjà citées. Alors, pour le patient déjà diabétique, sous insulinothérapie, bon, diabétique d'une façon générale sous traitement, et surtout le diabétique sous insulinothérapie, ça nécessite la mise en œuvre de l'hygiène et une éducation qui est plus ou moins spécifique. Alors, l'éducation du patient doit brosser les points suivants. Renforcement des mesures hygiéno-diététiques avec l'activité physique, ça c'est sûr. L'autosurveillance glycémique, de savoir faire le bon geste technique et tout. L'utilisation des stylos injectés, de savoir en fait les zones à injecter. La conservation des stylos de l'insuline, c'est quoi la pochette de diabétique et pourquoi elle est importante, de savoir faire l'hygiène des pieds et même de respecter le suivi régulier. Alors, pour l'autosurveillance glycémique, alors, le maintien de l'équilibre glycémique, c'est le principal objectif dans la prise en charge du patient diabétique. C'est très important. Les principaux éléments de contrôle de cet équilibre sont l'autosurveillance glycémique au quotidien et la surveillance de taux de l'hémoglobine glyquée chaque 3 mois.
Alors, le dispositif nécessaire pour faire l'autosurveillance, c'est que on part du système d'autosurveillance glycémique. Il est constitué d'un lecteur glycémique avec des réactifs associés, c'est-à-dire des bandelettes réactifs. Il permet le dosage à domicile du glucose dans le sang capillaire. Ce n'est pas le sang veineux, c'est le sang capillaire. Prélevé principalement à l'aide d'un autopiqueur. Le patient ou bien son entourage peut ainsi surveiller lui-même sa glycémie plusieurs fois par jour si besoin et prendre alors des mesures pour contrôler sa propre valeur glycémique. Alors, tous les patients diabétiques ou bien l'entourage nécessitent de savoir le bon geste technique pour l'autosurveillance. Alors, de 1, on va laver les mains et après ça, on va se piquer latéralement par rapport à un doigt. De préférence d'utiliser le 3e, le 4e ou bien le 5e doigt. Après ça, on appuie sur ce doigt pour faire activer la circulation et faire sortir une bonne goutte sanguine significative. Après ça, on intègre la bandelette réactive à son appareil lecteur et on va récupérer la gouttelette du sang. Et quelques secondes après, le chiffrage de la glycémie sera affiché et on peut lire la valeur glycémique facilement. Bien sûr, il faut savoir que la prescription et l'utilisation de l'autosurveillance glycémique doivent s'inscrire dans une démarche d'éducation du patient et son entourage si possible, en expliquant et en organisant la fréquence, la fixation des horaires, l'objectif glycémique, mais même les décisions thérapeutiques à prendre en fonction des résultats en insistant sur, bien sûr, le régime et l'activité physique qui doivent être poursuivis dans tous les cas. C'est très important, la prescription se fait sur une ordonnance. Mais pourquoi on réalise principalement l'autosurveillance glycémique? Il faut savoir que l'autosurveillance glycémique aide dans la détection de dérivés glycémiques. On parle d'une dérivée glycémique asymptomatique, soit d'une façon transitoire, soit d'une façon durable, et qu'il s'agisse d'une hyper ou bien hypoglycémie, c'est très important. Et même d'autre part, ça va nous aider à faire le bon choix thérapeutique pour améliorer l'équilibre glycémique chez le patient diabétique et pour alors atteindre l'objectif glycémique souhaité, pour faire, c'est-à-dire la bonne observance. À quelle fréquence on recommande ça? Pour le patient diabétique type 1 et pour le diabète gestationnel, on recommande de réaliser ça au moins 4 fois par jour pour atteindre des objectifs en termes de l'hyperglycémie à jeûne et l'hyperglycémie postprandiale. Pour le diabétique de type 1, l'hyperglycémie à jeûne, c'est-à-dire elle doit se situer entre une fourchette de 0,7 à 1,2 g par litre et en postprandial, ça ne doit pas dépasser les 1,6 g par litre. Pour le diabète gestationnel, les recommandations sont plus rigoureuses en termes d'une glycémie à jeûne ne dépassant pas les 0,95 g par litre et ne dépassant pas les 1,2 g par litre en postprandial. Pour le diabétique de type 2, les recommandations sont moins rigoureuses. Alors, si le patient est sous un traitement oral, là, on recommande une surveillance à la fréquence de 2 à 3 fois par jour. Le minimum, c'est 2 fois par jour. Pour une glycémie à jeûne entre 0,7 et 1,2 g par litre et une glycémie postprandiale moins de 1,8 g par litre. Pour le patient diabétique sous insuline, si insuline 4 fois par jour pour le schéma basal bolus, 2 à 4 fois par jour pour les autres schémas. Pour le même objectif pour un patient diabétique sous un traitement oral. Pour l'injection de l'insuline, il faut bien comprendre ce point-là pour le patient. Les injections se font en sous-cutané. Et les zones d'injection préférables sont principalement l'abdomen, le bras, les cuisses, c'est-à-dire la partie haute des cuisses et des fesses. Là, il faut savoir que le taux d'absorption de l'insuline varie d'une région à l'autre du corps humain. L'absorption la plus rapide, c'est en rapport à l'injection au niveau de l'abdomen. Sinon, d'une façon moyenne, c'est au niveau des bras. Et enfin, l'absorption la plus longue,
c'est au niveau de la partie haute des cuisses. Là, il faut bien savoir s'auto-injecter c'est-à-dire de savoir le bon geste technique de l'injection et de penser à alterner d'un côté à l'autre dans la même zone donnée, c'est très important, et de faire espacer les points d'injection à l'intérieur de la même zone. Parce qu'il faut savoir que, certes, l'absorption de l'insuline dépend de la zone, mais il y en a des autres facteurs à ajouter, comme le type de l'insuline, l'épaisseur de tissu cutané, le débit sanguin de tissu cutané, la profondeur de l'injection, l'effort musculaire, l'existence de lipodystrophie. C'est le plus important. Pourquoi les lipodystrophies? Les lipodystrophies, donc les injections répétées au même endroit, entraînent la formation d'une boule de graisse. Là, la boule de graisse, c'est que l'insuline n'a pas dépassé principalement le tissu cutané et il reste bloqué en sous-cutané en formant principalement cette boule de graisse. Là, mais bien sûr, l'insuline, elle est en sous-cutané et ça risque de résorber d'une façon irrégulière, responsable des fluctuations glycémiques irrégulières, de l'hyperdéphoiglycémie, de l'hypoglycémie en cas d'une absorption importante, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de prendre en considération l'alternance au moment des injections du côté à l'autre, de penser à changer à chaque fois et même de faire espacer les points des injections à l'intérieur de la même zone. Alors, pour savoir le bon geste technique pour les injections, donc la première des choses, il faut bien éduquer le patient sur ça, se laver les mains et désinfecter le site de l'injection. Après ça, de choisir la dose sur le stylo, faire un pli cutané de la peau, piquer d'une façon perpendiculaire. Après ça, pousser la dose de l'insuline, compter un petit peu dans la tête jusqu'à 5 secondes à peu près pour laisser vraiment le temps nécessaire pour l'absorption. Après ça, retirer le stylo et lâcher la peau. C'est très important. Et c'est d'ailleurs très simple. Donc, à force d'exercer l'injection, à force que le patient arrive à faire le bon geste technique de l'injection en évitant principalement toute possibilité, surtout, de l'hypodystrophie. Pourquoi on incite sur l'hypodystrophie? Parce que il faut savoir que le profil glycémique du patient sous insuline dépend de deux phénomènes variables dans le temps. Il y en a l'absorption du glucose alimenté et la résorption de l'insuline par les cellules en sous-cutané. Et les deux phénomènes sont gouvernés en grande partie par le hasard, c'est-à-dire des phénomènes probabilistes. Et c'est la raison pour laquelle que malgré toutes les recommandations dans la prise en charge du patient diabétique, le débat dans la stratégie thérapeutique, il est toujours là. Il faut prendre en considération que chaque patient constitue une entité à part, qu'on doit la traiter à part. Pour les règles de conservation des flacons ou bien les stylos d'insuline, il faut bien savoir faire la conservation pour les flacons, bien les stylos, avant l'ouverture et après l'ouverture. Avant l'ouverture, il faut conserver les stylos au froid, au réfrigérateur pour une température de 2 à 10 degrés Celsius. Et de penser à faire sortir de l'insuline 1 heure avant l'utilisation. Alors, les injections de l'insuline qui est froide, elle sera plus douloureuse et en même temps caractérisée par une diffusion qui est vraiment lente. Le plus important, c'est penser à ne pas utiliser de l'insuline ayant été congelée. Parce que la congélation, la température extrême, perd l'efficacité de l'insuline. Donc, conserver entre 2 et 10 le max degrés Celsius. S'il existe un doute sur l'efficacité de l'insuline, il est préférable d'utiliser un stylo neuf dès que possible. Mais si la seule insuline disponible semble altérée, il est préférable de l'injecter quand même plutôt que ne rien injecter. L'injection de l'insuline altérée n'est pas dangereuse, mais restera moins efficace. Et les glycémies seront donc plus hautes par rapport à la norme, des hyperglycémies beaucoup plus. Mais il est préférable de l'injecter quand même plutôt que de rien injecter.
Après l'ouverture du stylo ou bien du flacon, la conservation se fait à une température ambiante, 18-25 degrés Celsius. Et il faut conserver le stylo au moins 1 mois après l'ouverture. Éviter l'exposition, bien sûr, à des températures extrêmes, le grand froid ou bien la forte chaleur, pour ne pas altérer l'efficacité de l'insuline. Le patient diabétique doit toujours porter ce qu'on appelle la pochette diabétique. Elle est constituée de quoi? La pochette diabétique, elle est constituée par le traitement, les ADO ou bien les stylos d'insuline, avec son propre glucomètre, de l'eau associée, un sucre rapide comme du jus par exemple, ou bien avec un sucre lent comme les biscuits. Pourquoi on insiste sur la pochette diabétique? Elle est là toujours avec le patient à n'importe quel endroit. C'est très important pour éviter principalement de sauter le traitement, pour éviter principalement les hypoglycémies, donc toujours le resucrage, il est à proximité, pour éviter de se déshydrater et ainsi de suite. Elle sera là avec le patient n'importe où. C'est très important la pochette diabétique. Pour ne pas oublier le traitement, surtout en cas de voyage et tout. C'est très important pour éviter principalement de sauter le traitement et tomber dans les hyperglycémies et les complications, et en même temps pour éviter les hypoglycémies. La population diabétique type 2 insulinée, elle est en voie de vieillissement. Une population qui prend des dépenses qui sont vraiment non négligeables sur le plan organisationnel et même sur le plan médico-économique. Chose vraiment qu'il faut la prendre en considération dans notre réalité avec les patients et même concernant les coûts de santé. Donc, on insiste sur le suivi régulier et le respect des mesures hygiéno-diététiques et de faire bien comprendre sa maladie et la nécessité de suivre bien le traitement. On recommande chez le patient diabétique chaque 3 mois de faire une évaluation du traitement chez l'endocrinologue pour réévaluer l'éducation, les mesures hygiéno-diététiques, de faire le dépistage, le suivi de complications. D'ailleurs, un ECG, un fond d'œil, une fonction rénale et la CR sont recommandés une fois chaque année pour un patient diabétique, pour dépister principalement les complications qui sont vraiment dégénératives. Même de faire contacter son médecin en cas des événements intercurrents, comme par exemple de la corticothérapie, des infections, de la grossesse, de l'opération, c'est-à-dire un autre contexte de vie. C'est très important. Après tout, de préférence de rester tous les jours chez l'endocrinologue, mieux qu'une journée hospitalisée dans l'hôpital.